En effet, bonjour à tous. Bonjour Olivier Marleix. Bonjour, chef Isabelle. Merci d'être avec nous ce matin. Et de deux, Elisabeth Borne a déclenché, on l'entendait dans les journaux, une nouvelle fois l'article 49.3, cette fois pour faire passer le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Mais surtout, comment allez-vous y réagir? Clairement, écoutez, c'est pas une surprise. Ce gouvernement n'a pas de majorité, loin s'en faut. On le sait depuis les élections législatives de juin dernier. Donc, c'est pas le premier, c'est déjà le deuxième, et il y en aura encore sans doute 3 ou 4 autres 49.3 d'ici Noël. Le gouvernement n'a pas d'autre solution. Donc, alors, pas de surprise de ce côté-là, voilà, mais est-ce qu'il y en aura de votre côté? Vous avez dit que vous ne voteriez pas les motions de censure. Est-ce que cette ligne, vous allez l'adopter jusqu'à chaque fois qu'il y aura une motion de censure de la France Insoumise? Très clairement, déposer une motion de censure, voter une motion de censure, ça sert à constater s'il y a ou s'il n'y a pas de majorité. On sait qu'il n'y a pas de majorité, donc très clairement, ça ne sert à rien. On passerait d'un gouvernement Borne 2 à un gouvernement Borne 3, un gouvernement Borne 4, etc. Tout ça ne changerait absolument rien à la situation des Français. Donc c'est pas sérieux. Je comprends que les amis de M. Mélenchon ou les amis de M. Martinez ont envie de rajouter un peu de désordre au désordre, qu'on ne compte pas sur nous pour venir grossir le cortège. Mais c'est une sorte d'assurance pour le gouvernement qui, en quelque sorte, a la garantie de ne pas être renversé avec le choix que vous faites aujourd'hui. Non, il n'a pas du tout cette garantie, parce que rien ne nous interdit, le moment venu, de déposer une motion de censure nous-mêmes. Simplement, on sort des élections législatives, elles ont lieu il y a 3 mois et demi. Tout le monde, tous les députés se sont engagés sur tous les groupes à être des députés utiles, à ne pas bloquer les institutions. Donc, soyons sérieux. Le président de la République il doit écouter les représentants de tous les groupes à l'Assemblée nationale. Et nous, on a le devoir d'essayer d'être des députés le plus utiles possible. Mais il y a quand même un cas de figure où vous pourriez vous-même déposer une motion de censure et vous dites qu'il n'y a pas de majorité, mais il ne pourrait pas y avoir de majorité alternative qui censurerait le gouvernement. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de majorité alternative, sauf si Mme Le Pen veut gouverner avec M. Mélenchon. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, il faut faire avec l'Assemblée nationale qu'on choisit les Français. C'est la responsabilité du président de la République et c'est la nôtre. Voilà, d'essayer d'être des opposants utiles. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'opposer, sur lesquels on s'oppose au gouvernement. La question de risque de faillite d'entreprise en cascade si le gouvernement ne règle pas très vite la question du prix de l'énergie. C'est un sujet sur lequel j'interpelle le gouvernement presque chaque semaine. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. On a vraiment les moyens de faire notre travail aujourd'hui. Et pourtant, sur le fond, vous avez qualifié ce budget sur lequel vous ne voterez pas de motion de censure d'irresponsable. Où est la cohérence politique ? Depuis 5 ans, j'étais un opposant très résolu à M. Macron, aussi résolu que Mme Le Pen, au moins, sans doute. Voilà. Simplement, on a une Assemblée nationale qui vient d'être élue. Soyons sérieux, n'ajoutons pas du cirque au cirque, quoi. Voilà. C'est-à-dire chacun devant ses responsabilités. Les Français ont réélu le président Macron. Quel que soit le nombre de motions de censure qu'on votera, ça n'y changera rien. C'est le président qui a la responsabilité de gouverner. Laissons-le gouverner, et puis on verra dans quelques mois où nous en sommes. Que ferez-vous le jour où le débat sur les retraites arrivera au Parlement? Est-ce que là aussi, vous vous contenterez d'être un petit peu spectateur de ce qui se passe, ou vous serez acteur? Est-ce que vous seriez prêt à voter? Vous avez déjà été interrogé là-dessus, et à chaque fois vous vous réfugiez avec une réponse prudente. Est-ce que vous voterez une loi qui propose que vous-même vous proposez un allongement de la durée de travail? Il faut d'abord que le président de la République explique aux Français pourquoi il fait cette réforme. Pour l'instant, personne n'y a rien compris. On a compris que l'âge passerait à 64 ou 65 ans. Mais pourquoi on fait cette réforme? C'est ça qui est important. Les Français, ils ont compris que notre régime de retraite, il était beaucoup moins déficitaire que l'était le budget de l'État. Donc du coup, ils ne comprennent pas bien pourquoi on fait cette réforme. Donc il faut qu'ils nous l'expliquent. Ce n'est pas pour faire plaisir à la Commission européenne, ce n'est pas pour faire plaisir au marché financier, envoyer un signal au marché financier. On fait une réforme des retraites parce qu'il faut pouvoir augmenter les petites retraites dans notre pays. Et vous la voterez? Trop de Français vivent question, avec des niveaux de retraite indignes. Donc, si le président de la République fait une réforme de retraite qui répond à cette question-là, eh bien, on est capable de la voter, effectivement, mais on attendra de savoir ce qu'il propose exactement. Il y a un autre sujet qui arrive aujourd'hui dans les discussions parlementaires, en tout cas au Sénat, c'est la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Les sénateurs ont refusé de faire cet acte-là. Le texte arrivera peut-être à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, ici à votre place, hier matin, disait que le gouvernement doit se saisir de cette question en demandant que l'IVG soit inscrite dans la Constitution.
Qu'allez-vous faire? Moi, je n'ai pas de problème avec le principe de l'inscription de l'IVG en fait, dans la Constitution, même si c'est un problème américain, pas vraiment un problème français, etc. Simplement, la rédaction qui est proposée aujourd'hui par le groupe de la majorité, elle est extrêmement maladroite, puisqu'elle dit en clair « nul ne peut être privé du droit à l'IVG ». En fait, pourquoi pas? c'est faire Qu'est-ce qui vous gêne dans cette phrase? Mais ça veut dire que le délai de 14 semaines, il disparaît. Ça veut dire que vous pouvez avorter n'importe quand. Jusqu'au terme. Donc ça veut dire qu'on fait sauter tout le travail, toutes les protections, tout le travail d'équilibre qui a été voulu par Simone Veil. Et voilà, ce n'est pas le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Simone Veil, je crois, que de voter un texte aussi si le texte est amendé, aussi grossier et qui piétine un peu le travail de Simone Veil. L'inscription de la Constitution, vous n'y êtes pas hostile a priori? Moi, je serais favorable à ce moment-là à ce qu'on essaie de recopier, si je puis dire, la loi de 75 et qu'on inscrive la loi 75 complète dans la Constitution. En préambule, quelque part dans la Constitution, pourquoi pas. Mais pas ce que propose le groupe de la majorité. Où en est la droite aujourd'hui et où en est plus précisément votre groupe, les Républicains? Plusieurs députés disent qu'aujourd'hui c'est un groupe davantage, je cite, technique que politique, que chacun fait un peu ce qu'il veut, que certains votent des amendements, d'autres non. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Vous avez aussi brillé par votre absence pendant le débat budgétaire. On a une grande originalité dans mon groupe, c'est que nous ne sommes pas des godillots. C'est-à-dire que chez moi, les députés, ils n'ont pas été élus parce qu'ils avaient la tête de Mme Le Pen ou la tête de M. Mélenchon sur leurs affiches. Ils ont été élus parce que c'est des députés enracinés et quand ils viennent à l'Assemblée nationale, ils défendent, on a déposé 1300 amendements, on est le groupe qui a déposé le plus d'amendements. Et en même temps, qui était le moins présent pendant les débats. Ça a été remarqué sur les bancs de l'hémicycle. Ils sont beaucoup en circonscription aussi, effectivement. Enfin, ils se partagent. Et oui, effectivement, sur 1300 amendements, on n'a pas tous systématiquement des consignes de vote pour voter la même chose tout le temps, etc. Je pense que c'est en vérité la richesse du travail parlementaire. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il vous manque aujourd'hui un chef à la tête de ce groupe. Vous êtes le président, mais du parti lui-même. On sait que dans quelques semaines, il y aura l'élection à la présidence des Républicains. 3 candidats, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié, on les voit à l'antenne. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu sans boussole. Oh non, je pense que le vrai sujet, sincèrement, c'est qu'on est encore dans une phase de gueule de bois après le résultat assez calamiteux de l'élection présidentielle. Je pense que c'est plutôt ça, et qu'on a besoin de retrouver des perspectives collectives. Donc vous n'êtes pas encore remis de la sévère défaite de Valérie Pécresse. Franchement, heureusement d'ailleurs, parce que 4,78% pour le parti qui a été celui du général de Gaulle, cette manière de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Valéry Giscard d'Estaing, de Nicolas Sarkozy, c'est effectivement un petit sujet qui appelle une remise en cause. On en est encore là. Olivier Marleix, l'affaire du meurtre de la petite Lola à Paris continue de bouleverser toute la France. Elisabeth Borne a répondu à votre homologue au Sénat, Bruno Retailleau, il y a quelques jours, en lui demandant de faire preuve de dignité, parce que celui-ci l'interrogeait, il n'est pas le seul, sur les responsabilités du gouvernement dans la survenue de cet acte. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la droite, est-ce que vos amis ont parfois un petit peu fait preuve de récupération politique dans cette affaire? Ce meurtre, ce drame, c'est une horreur absolue. Et pour beaucoup de nos compatriotes, c'est le drame de trop. On peut pas oublier. Vous savez, il y a 5 ans, le meurtre, l'assassinat par un islamiste, ça avait été revendiqué par Daesh, des 2 jeunes filles, Laura et Morane, à la gare de Saint-Charles de Marseille. On a limogé le préfet parce qu'il n'avait pas pris d'OQTF à l'égard du terrorisme. D'obligation de quitter le territoire français. Voilà. Là, il y a une obligation de quitter le territoire français et personne n'a rien fait. Donc oui, il y a un sujet. Personne n'a rien fait. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a rappelé que les chiffres, 10% environ de reconduite effectivement. 5%. Non, mais c'est à peu près la même chose que sous Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas... Non. 2012, 22%. 2012, 22%. Aujourd'hui, 5,5%. Voilà la différence entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Non, on est aujourd'hui dans une situation absolument d'immigration non maîtrisée, de laxisme total. Et c'est ce qui a amené ce meurtre ? Écoutez, cette femme n'aurait plus dû être sur le territoire français. C'est la réalité, les faits sont têtus. On aura beau se cacher derrière tous les appels à la dignité. C'est ça aussi qui choque nos compatriotes et auquel il faut répondre. Et quand la famille dit pas de récupération politique, ne pas exploiter ce
drame affreux. Il y a un temps, évidemment, de respect du deuil de la famille, c'est évident. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas participé à quelques manifestations que ce soit. Mais on ne peut pas ignorer les causes de ce drame. La responsabilité des États, depuis qu'il y a des États, depuis qu'il y a il y a un pouvoir dans tous les pays, c'est d'assurer la sécurité des plus faibles. Ce drame, c'est l'échec de l'État, collectivement. Je ne mets pas de responsabilité sur quelques personnes que ce soit. C'est un échec, il ne faut pas dire le contraire, il faut en tirer les conséquences. Merci Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale.